Bonjour. Bon, ici, on est toujours très gentils les uns avec les autres, alors je te remercie de cette présentation, mais je viens volontiers à Lyon. Alors, vous avez parlé, Jean-Marie Cavada, de l'Europe. Je sais si j'y suis attaché, mais je sais aussi qu'il y a eu 15 000 loups noyés en Méditerranée ces dernières années. Je sais aussi que la question de nos limites, de nos frontières, de nos rapports avec le Sud sont des sujets difficiles. Et au fond, on s'est souvent moqué du mur de Trump entre le Mexique et les États-Unis. Moi, je préfère les murs aux noyades. Mais on s'est beaucoup plus moqué du mur. Et moi qui suis Marseillais, c'est vrai que ce refus du Sud m'est particulièrement difficile. Alors pourquoi je vous dis ça en vous parlant des banlieues? C'est que la place de l'autre dans nos sociétés, je ne suis pas un spécialiste des banlieues. Je suis sociologue, j'ai été élu à Marseille, j'ai payé mes études en travaillant dans les quartiers nord, ce qu'on appelle les quartiers nord. J'ai été élu de l'arrondissement le plus pauvre de France pendant 6 ans, qui n'est pas une banlieue, qui est le cœur de Marseille. Donc je connais ces problèmes un peu, comme chercheur, comme élu. Et au fond, ce qui m'a toujours frappé, et je dirais une chose pour vous qui êtes jeunes, le premier livre important sur ces sujets, il date de 1974. C'était La fonction miroir. C'était un livre de Michel Marié, de Regazzola, ils étaient plusieurs. Et au fond, qu'est-ce qu'il disait? Les problèmes de banlieue existaient déjà, pas à la même importance qu'aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que ça fait longtemps qu'on se pose la question et qu'on n'y trouve pas solution. Il disait au fond, le discours sur la banlieue, c'est un discours sur nous-mêmes. C'est nous, au fond, qui disons ce que nous n'acceptons pas, ce que nous ne voulons pas. Mais parle-t-on vraiment de ceux qui habitent en banlieue ou parlons-nous d'abord de nous-mêmes? Et les banlieues, si vous voulez, c'est un trou noir dans nos sociétés. Ça fait 40 ans qu'on le dit. C'est vrai que depuis 2005, les choses se sont calmées petit à petit. Mais est-ce parce qu'il s'y passe des choses intéressantes ou est-ce parce qu'on a laissé filer l'économie de la drogue? Vous savez, l'économie de la drogue en France, c'est estimé à 236 000 emplois sur à peu près 500 000 jeunes de banlieue en déshérence. À peu près la moitié, d'après les chercheurs spécialisés, vivent plus ou moins de la drogue. Donc, qu'a-t-on fait pour tenir les banlieues depuis 40 ans? Ça, c'est une question aussi qu'il faut se... Vous voyez, je mets tous ces sujets autour de moi parce qu'il n'y a pas une façon simple de penser la banlieue. Il faut essayer de la penser de différentes manières. Il y a des spécialistes qui ont fait du travail de territoire, il y a des spécialistes de la colonie, il y a le livre qui vient de sortir de Blanchard sur le sexe, il y a de multiples choses, mais il faut essayer de penser tout ça en même temps. La première chose, c'est qu'on ne peut pas penser la banlieue française sans la mémoire coloniale. Je crois que, si vous voulez, la France a cru, en 62, que la question de l'autre rive était définitivement terminée. On est dit, bon, il faut qu'on rentre chez nous, il faut qu'on parte, la colonie, c'est fini, nous n'en entendrons plus parler. Et donc, au fond, il n'y a pas eu de place pour l'autre, il n'y avait déjà pas eu de place pour l'autre en Algérie, quand on y était, et il y a encore moins eu de place pour l'autre quand on est rentré. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que nos propres soldats, les harkis, qui s'étaient engagés avec nous dans un pays qui était français depuis 130 ans, la moitié, on les a livrés au massacre en Algérie. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voulait tellement pas de Français musulmans en France qu'on a livré nos propres soldats au FLN, après les avoir désarmés. 60 000 sont arrivés en France, on en parle en ce moment. Mais donc, non seulement il y a la rupture, mais il y a aussi ce refus extrêmement profond d'une société de diversité, dans une culture profondément moniste. Il y a des textes de Gaulle, que je te nomme par ailleurs fort admirables, assez terribles sur cette question. Donc c'est un nouveau livre. Après, effectivement, on a construit des grands ensembles dans les années 60-80 qu'on pensait intégrer dans une société industrielle et une société du loisir. Et donc c'était des lieux où on habitait, on en sortait pour travailler, on en sortait pour les vacances, on en sortait pour aller en ville. Donc au fond, c'était vu dans une énorme mobilité. Et puis petit à petit, les gens qu'on a installés là, qu'on avait installés là, les classes populaires, d'une part, la plupart d'entre eux sont partis pour acheter des maisons dans les campagnes. Vous savez qu'il y a à peu près les 2 tiers des ouvriers français habitent à la campagne, dans des maisons dont ils sont propriétaires. Il n'y a plus de quartier ouvrier en France. Il y a un périurbain immensément ouvriers. D'ailleurs, les usines sont aussi largement parties vers le périurbain. Et donc, au fond, ces quartiers qu'on avait construits ont petit à petit cédé à des nouvelles populations qui ont remplacé les anciennes populations, et notamment, évidemment, les populations de rapatriés, les populations de l'exode rural,
Je vous rappelle quand même, on en parle très peu dans ce pays, mais on est passé de 3 millions de fermes en 1945 à 320 000 aujourd'hui. On a encore perdu 500 000 fermes en 10 ans. Donc, je veux dire, sans arrêt, l'exode rural a amené des millions de Français vers les banlieues, et puis, etc. Donc, on pense toujours aux banlieues par les gens qui viennent du Sud, mais pas seulement. Et puis, bien sûr, le bouleversement du travail fait que les grands collectifs masculins d'emploi, la révolution industrielle était une révolution masculine de grands collectifs d'emploi. Cette révolution s'est terminée, les grands collectifs d'emploi masculins se sont défaits, les appartenances de classe ont reculé, et on n'a plus dit les ouvriers habitent en banlieue, on a dit les Arabes habitent en banlieue, c'est-à-dire qu'on n'a plus typé les gens par leur métier, on les a typés par leur origine, par leur religion, par leurs caractéristiques, et donc on les a produits dans une nouvelle identité. Tout ça, évidemment, c'est des piles qui s'ajoutent les unes sur les autres. Et puis, dans cette société-là, il y avait donc ces différents peuplements, mais vous, quand vous pensez banlieue, vous pensez stock, vous vous dites ce sont les mêmes, vous vous dites les gens qui sont là étaient déjà là, leurs parents étaient déjà là, etc. Non, non. 50% des enfants issus de l'immigration sont propriétaires. Les Français, c'est 63%. L'ensemble des Français, avec eux dedans, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande partie des gens dans les banlieues, ils se passent par la banlieue. La banlieue est un sas, la banlieue est un passage, la banlieue est un lieu de tri, de tamis. Et le cœur, au fond de la banlieue, c'est le passage. Mais nous, on le perçoit pourquoi? Parce qu'à la fin, restent toujours des gens un peu différents, légèrement frisés souvent, un peu bronzés, certaines fois musulmans. Et donc on dit, c'est toujours les mêmes. Mais non, ce n'est pas les mêmes, c'est d'autres. Parce qu'il y a ceux qui partent vers la ville, les travaux de Thomas Kirdow là-dessus sont extrêmement intéressants, à peu près la moitié. Et puis dans les banlieues, il y a ceux qui restent, soit parce qu'ils ont été en échec scolaire total, etc., et qu'ils n'ont pas trouvé de travail, soit parce qu'ils font leur business à l'intérieur de ce territoire parallèle de l'économie, parce que la banlieue, il y a 2 milliards de chiffre d'affaires, ne fût-ce que du hashish, la plupart du temps dans les banlieues, donc il y a une véritable économie, je vous ai dit, il y a plus de 200 000 emplois, donc c'est des lieux où là, il y a des populations qui restent, et puis sans arrêt arrivent les nouvelles populations, qui vont là parce qu'on leur a dit, là, il y a des gens avec qui vous pourrez parler du même village, etc. Et tout, on voit bien que ce soit l'Île-de-France, c'est extrêmement net, c'est très très net à Marseille. Et donc vous avez du coup, et souvent cela arrive avec une culture plus traditionnelle, plus archaïque, portée notamment par les crises internes à la culture musulmane en ce moment, qui sont extrêmement violentes. Et tout ça, évidemment, fait que ce territoire se transforme, et quelque part, on a l'impression qu'il s'archaïse. Mais la difficulté, si on compare la pensée dans tous les pays européens, la banlieue, c'est que les autres pays savent qu'il y aura toujours des banlieues. Et ils disent, les banlieues, ça vise à ce qu'on forme les gens pour qu'ils puissent aller ailleurs, ça vise effectivement à ce qu'à certains endroits, ça devient vraiment de la ville, mais il y aura toujours. Alors qu'en France, on a cru que les banlieues allaient faire de la ville, allaient disparaître, qu'il n'y aurait plus de banlieues. Mais c'est pas vrai, il y aura toujours des arrivants. Il y a toujours des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Regardez simplement, au moment de la crise du Vietnam, il y a eu 200 000 Vietnamiens qu'on a accueillis dans nos banlieues, généralement dans nos banlieues. En ce moment, on parle beaucoup des gens qui traversent la Méditerranée, mais c'est moins que de gens qui sont venus du Vietnam au moment effectivement de la rupture vietnamienne. Donc il y aura toujours des masses d'arrivants. Il y a eu 1 million de pieds noirs, il y a eu 500 000 Espagnols en 45, enfin pas en 45, excusez-moi, au moment de la chute de Barcelone. Donc si vous voulez, tout ça fait qu'il y a toujours des arrivants. Mais en France, on croit toujours qu'on va redevenir un nous, le nous ancien, le nous mythologique, d'un pays où on aurait à un moment été tous catholiques, blancs, avec la même langue, alors que même, vous parliez de ces grands écrivains de la guerre de 14, une bonne partie des soldats fusillés en 14-18 qui n'exécutaient pas les ordres, c'est parce qu'ils ne parlaient pas français. C'était des Français ne parlant pas français, et ils ne comprenaient pas les ordres. Donc ne nous racontons pas ce mythe de cette nation homogène que nous aurions perdu. C'est pas vrai, effectivement, nous n'étions pas cela, et nous ne serons toujours pas cela. Et au fond, quelque part, les banlieues, c'est une de leurs grandes difficultés, c'est qu'on voudrait qu'elles ne se voient plus. Alors, c'est vrai qu'il y a des banlieues qui peuvent faire de la ville. Il y a des banlieues qui, petit à petit, trouvent des activités de travail, sont intégrées dans la vie culturelle et, au fond, s'intègrent dans la ville. Et puis, il y en a d'autres qui restent des lieux de flux, de passage. Et en plus, la réponse politique n'est pas toujours la même. Vous avez des gens, dans l'Île-de-France, par exemple, qui tiennent leur quartier comme Bédier avec des politiques très communautaires, disons les choses comme elles sont, en favorisant, au fond, un quartier communautaire. Vous en avez d'autres, comme Brauzet, qui sont sur une logique beaucoup plus citoyenne. Donc, il n'y a pas une façon. Chacun essaye de bricoler un peu de paix sociale dans son territoire. Il n'y a pas
une seule façon de dire les choses. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut penser tout ça en même temps. C'est pour ça qu'on ne résoudra pas le problème des banlieues. On peut essayer de faire des choses plus ou moins intelligentes. Alors, la première chose, c'est de penser que c'est un lieu de flux. Si on pense que c'est un lieu de flux, ça veut dire qu'il faut favoriser tout ce qui peut permettre aux gens d'en sortir. Et donc, ce n'est pas considéré que les gens doivent rester en stock, ce qui renvoie d'ailleurs à un débat complexe sur la question de la vente des HLM dans ces territoires-là, et comment effectivement, on permet, par les études qu'on donne aux gens, par leur formation, de les diriger vers l'extérieur. Le deuxième élément, évidemment central, ce qu'on est en train de faire, il était temps, c'est de mettre l'école au centre. Il est clair que les gens qui arrivent avec une culture plus fragile, parfois les mamans ne savent pas écrire, souvent elles ne savent pas parler français, il est clair que l'intégration par l'école est le b.a.-ba de toute politique publique, et le dédoublement des classes était vraiment quelque chose d'absolument indispensable. Il faut continuer. Il n'y a que l'école qui peut permettre d'avancer justement pour aller du stock vers le flux. C'est l'élément absolument central. Mais après, il faut regarder ce qui se passe dans ces banlieues. C'est que, au fond, ils vivent un peu comme nous, mais pas tout à fait. Vous voyez, par exemple, on est dans une société où la durée moyenne de vie des couples est de 8 ou 10 ans. Dans tous les couples. Alors, dans les milieux aisés, je dirais qu'on passe de vie de couple à vie de couple. C'est pas difficile, mais on reconstruit. Dans les banlieues, vous avez 30% de logements occupés par des femmes seules avec enfants, 40% à Marseille, qui sont extrêmement pauvres, qui ont extrêmement peu de formation, qui ne savent pas conduire, et qui en plus ne touchent dans plus de la moitié des cas aucune pension alimentaire et n'ont pas d'aide pour les enfants, etc. Le cœur de la pauvreté française, ce sont les femmes seules des banlieues. Et là, quand vous avez 30% des femmes seules dans un immeuble avec des enfants, il est bien évident qu'y compris le fait que ces enfants ramènent éventuellement un peu de monnaie pour quelques activités périphériques ne peut pas être complètement vu négativement. Et qu'effectivement, ces femmes seules qui auront difficile pour avoir des retraites, elles se retrouvent dans une situation sur laquelle nous devrions nous concentrer parce que là est le cœur de la fragilité, y compris évidemment de ces quartiers, face notamment à la puissance de l'économie d'illégalisme qui est dans ces mêmes territoires. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce que je vous décris là, c'est face à quoi? C'est face à une société qui vit, on l'a bien vu dans les deux interventions précédentes, qui vit une révolution comme on n'en a jamais vécu. Il faut dire les choses. Jamais le monde n'a changé aussi vite que ces 10 dernières années. Jamais. Vous savez, Twitter, c'est 2007. La révolution Facebook, c'est 2007. Disons, l'Internet généralisé, ça fait 10 ans. On est 4 milliards sur Twitter. Donc, il se passe une immense construction d'un réseau et d'un imaginaire planétaire. Et en même temps, 67% des bébés sont nés hors mariage en France cette année. 67%. C'était 6% en 68. Et je ne dis pas ça négativement. Je considère que on est sorti, la société est sortie de ces cadres anthropologiques historiques fondamentaux. Le mariage en est un bon exemple, mais les convictions politiques, c'est la même chose, les sentiments d'appartenance de classe, etc. Nous sommes des êtres libres et mobiles, avec un sentiment de bonheur inégalé, puisque entre 70 et 80% des Français se déclarent heureux dans leur quartier, heureux dans leur ménage et heureux dans leur travail, un tout petit peu plus chez les Allemands. On est dans une immense société de l'autonomie des acteurs qui a pris sa source dans les années 60. Moi, je dis toujours Vatican II et 68, pour donner deux bases, il n'y en a pas qu'une, mais ce ne sont jamais que des images. Et donc la société a trouvé une puissance extraordinaire, pour une raison très simple, c'est que plus nous nous approchons de la révolution numérique et plus nous y sommes. La révolution numérique est une révolution féminine, alors que la révolution industrielle avait une révolution masculine. La révolution industrielle, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'hommes associés sur le charbon, sur l'acier, etc. Il y avait des femmes dans le tissu, le tissage, mais c'était un secteur à part. Alors que la révolution numérique, elle est effectivement bâtie sur le cerveau, sur l'art de l'agencement, sur l'art de la communication, c'est-à-dire ce qu'on a toujours considéré comme des activités féminines. Pour dire les choses, la révolution numérique, c'est l'art de faire un bouquet. Demandez-vous simplement dans votre ménage qui fait les bouquets et qui les réussit. Eh bien, en général, les messieurs ne sont pas très performants. Bon. Donc, racontez-vous sur des choses comme ça. Et donc, dites-vous que la question de ces gens qui arrivent de ces banlieues, elle se pose dans une société qui vit une révolution absolument phénoménale. Je pourrais vous donner deux autres chiffres. Un qui complète la première table ronde. On perd ses parents à 63 ans. On perd ses parents quand on prend sa retraite. On est arrivé à une société où on fait toutes les ruptures en même temps. On vit sa vie d'adulte sous le regard de ses parents, on les perd, on hérite et on n'a plus rien à faire. Ce qui renvoie à l'intégration, ce qui renvoie aussi au fait que l'investissement familial se déplace de l'entreprise au loisir.
Résidence secondaire, bateaux, caravanes, etc. 4x4, etc. Il y a d'ailleurs 1,5 million à 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Donc là aussi, c'est une rupture. C'est quoi une société où la retraite et la fin du travail, c'est la même période? Comment on articule tout ça? Comment on le pense? Et puis on fait 50 km par jour. Donc on est dans une société d'hypermobilité. Et qui n'est pas mobile? Le jeune de banlieue. Qui ne part pas en vacances? Le jeune de banlieue. Qui n'a jamais pris le train? Le jeune de banlieue. C'est pour ça que je plaide depuis des années pour la généralisation assaillante du voyage en France. Tout jeune doit parcourir la France, qui est le territoire de son identité première, et on ne peut pas être vraiment français si on n'a pas vu Paris, pas vu le Mont Blanc, pas vu la Bretagne. Si on faisait voyager tous nos jeunes, comme les colonies de vacances avaient rêvé de le faire au XIXe siècle, à nouveau, on s'intègre par la mobilité, alors qu'il y a ceux qu'on appelle, vous savez, les pieds d'immeuble, on dit. Pieds d'immeuble, ça dit bien ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, il y a ces Français qui font 50 km par jour. Donc la grande difficulté, c'est d'intégrer cette altérité dans une société elle-même en pleine transformation et qui a tellement peur de ces transformations parce qu'on n'a plus d'horizon. Ça, on l'a tous dit ce matin. C'est quoi le monde vers quoi on va? C'est une société du bonheur privé et du malheur public. On n'a jamais été aussi heureux. Vous êtes malade, on vous soigne, vous avez un gosse, on vous le prend à l'école. Les médias vont toujours vous parler sur les problèmes qui ne marchent pas et c'est quelque part leur rôle. Mais le nombre de meurtres en France a été divisé par 2 en 25 ans. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte. Bien sûr qu'il y en a encore beaucoup, essentiellement chez les jeunes, d'ailleurs, liés au trafic de drogue. Donc, toute la société est une société heureuse, mais le problème, c'est qu'elle ne sait plus où elle va. Et elle n'a plus de projet, elle n'a plus de chemin. On l'a dit sur la question européenne, vous l'avez très bien dit. Et donc, comment est-ce que dans cette société-là, on peut faire une place aux autres? Alors, si on regarde autour de nous, on regarde ce qui s'est passé ces dernières années en Allemagne, on regarde ce qui s'est passé ces dernières années en Italie ou en Espagne. En Espagne, il y a eu une manifestation de 250 000 personnes pour lutter contre les noyades en Méditerranée. En Italie, l'opinion publique a toujours été favorable à la cure des migrants. Vous direz, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que régulièrement, le pape venait faire un discours en disant « Attendez, les gens qui arrivent sont des êtres humains comme nous ». Et on voyait la courbe d'acceptation qui remontait. En Allemagne, Madame Merkel a fait un gros travail, pas seulement politique. Elle a fait un travail, j'allais dire, d'humanisme, appuyé sur ses valeurs, elle qui naît dans l'Allemagne de l'Est, elle qui est protestante, etc., pour effectivement, chaque fois que la courbe en Allemagne baissait, elle remontait. C'est-à-dire qu'il y avait des batailles culturelles et morales pour la place de l'altérité à l'intérieur de ces. Vous me direz que les résultats ne sont pas pour autant particulièrement réussis partout. Mais quand même, le seul pays où il n'y avait pas ça, c'est la France. Et le seul pays qui a su prendre un ancien leader de l'affaire d'Algérie pour en faire effectivement le fondateur d'un des grands partis. Je suis d'accord, le mot populisme n'est pas terrible, mais pour l'instant, on n'en a pas vraiment trouvé d'autres. Sur les partis d'extrême droite, c'est tout simplement ça. On a été en avance. On pense à l'Italie. Oui, d'accord, ils font 17%, Salvini. Combien a fait Madame Le Pen? 35%. Donc ne regardons pas toujours les voisins avec des yeux complètement terrorisés, alors qu'en fait, c'est quand même bien chez nous qu'en Europe, en tout cas, ça a commencé. Voilà, je m'éloigne des banlieues. Mais on ne peut pas penser les banlieues sans penser tout ça. L'altérité, la place de l'autre chez nous, la façon dont on est prêt à accepter une société de diversité. Vous savez, la France a toujours été un pays moniste. Rappelons-nous, on a quand même massacré les Vaudois, on a massacré les protestants, on a massacré les Vendéens, on a fait des croisades contre les Albigeois. La Révolution française, n'en parlons pas, on a coupé la tête de pas mal de gens, 2 tiers d'ouvriers, ne rêvons pas quand même. Mais enfin aussi un certain nombre d'aristocrates. Donc on est ce pays-là. On est un pays qui veut tout le temps qu'il y ait une seule vérité. Or, le monde d'aujourd'hui fait qu'on a besoin d'être un pays de diversité. Alors moi, pour finir, je rêve de 2 choses, si vous voulez. Je rêve qu'un jour, on ait un ministre de la Culture qui considère que la culture issue du monde musulman fait partie de la culture française. Et que donc, effectivement, le monde de la culture, il s'ouvre à la nature. Je rêve que les parcs nationaux soient gérés par le ministère de la Culture. Je rêve qu'il y ait des mosquées. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des lieux symboliques de la religion qui est devenue une des grandes religions françaises. Je ne suis pas du tout religieux, mais je considère que l'absence de respect qu'on donne aux autres fait qu'à un moment, ils ne s'intègrent pas dans la culture qui est là. Les jeunes des quartiers, République, on leur parle de République toute la journée, mais c'est quoi pour eux la République? Une société où même ceux qui font des études ont une difficulté sur le monde du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se replient dans un religieux souvent archaïque. Donc à ne pas donner une place légitime à ceux au fond qui sont venus, qu'on a souvent fait venir, petit à petit, on crée une logique d'exclusion, on crée une logique de ghetto. Et facilement, évidemment, là se développent des gens qui se permettent après, alors qu'ils ont été dans nos écoles, de nous tirer dessus à certains endroits. On est dans ce genre de situation. Et on peut continuer à ne pas en parler, on peut continuer à pacifier, on peut le faire. Mais forcément, c'est quand même extrêmement problématique et ça ne fait que renforcer notre difficulté à nous ouvrir à l'autre.
Et le problème, et je finirai là-dessus, c'est ce que j'ai dit au début en parlant, pourquoi j'ai parlé de ces migrants qui se noient, de l'Aquarius, de cette association, parce qu'au fond, un des grands enjeux de l'Europe, c'est de penser son rapport à l'Afrique, c'est de penser ses liens, c'est de créer que les entreprises se développent dans ce partenariat. Or, nous avons dans nos banlieues les cultures de tous les pays d'Afrique. Nous avons des gens qui sont biculturels, nous avons des gens qui ont de la famille, nous avons des gens qui comprennent les langues. Nous faisons un énorme effort pour que nos enfants, avec Erasmus, apprennent l'anglais, l'allemand, le japonais. Mais nous avons des gens qui parlent toutes les langues d'Afrique. Nous les avons dans nos quartiers, nous les avons dans nos banlieues. La question, c'est comment on va en faire des gens pour développer nos grandes entreprises dans les biens publics dont a besoin l'Afrique, parce que l'Afrique a beaucoup plus besoin de biens publics que de biens privés. Biens publics, des hôpitaux, des routes, des ponts, des systèmes d'hygiène, des systèmes pour l'eau, etc. Et nous sommes leaders mondiaux des entreprises de biens publics. Les Allemands sont plutôt leaders des entreprises de biens privés. Nous avons ça, nous avons cette culture. Mais comme au fond de nous, nous pensons qu'un fils d'arabe aura toujours un peu tendance à brosser une brouette, on a un peu du mal à se dire qu'il va être un ingénieur high-tech pour développer au Mali, effectivement, d'où venait son grand-père, des liens économiques tout à fait nouveaux. Donc là, c'est aussi ce retournement de regard qu'il faut faire, c'est se dire nos banlieues sont une ressource dans le rapport nécessaire et positif entre l'Europe et l'Afrique. Le rapport entre l'Europe et l'Afrique, c'est pas que tous les Africains viennent en Europe. Le rapport, c'est de construire des frontières, mais évidemment aussi d'avoir des liens de stratégie pour que l'Afrique se développe, et notamment avec nos grandes entreprises et avec ce stock culturel qu'on n'utilise pas. Donc tous ces sujets sont complètement liés. C'est pour ça que j'ai essayé de les mettre les uns à côté des autres. C'est un exposé un peu tachiste, mais je voulais au fond dire, oui, parler de la banlieue, c'est indispensable parce que ça nous parle de nous, ça nous parle de notre difficulté à assumer la diversité, ça nous parle de la difficulté à nous construire vers le sud. Vous savez, l'Europe, on l'a bien dit Jean-Marie, mais l'Europe s'est construite contre le communisme. Elle s'est construite pour arrêter à Berlin l'avancée du communisme. Et donc il y a eu un contrat social entre, on va dire, faire marxiste, le capital et le travail. C'est ça notre modèle social. On a été protégé parce qu'effectivement, personne ne voulait l'avancée du communisme. Mais le communisme a disparu, grâce à Dieu, et donc, au fond, effectivement, ce contrat social a explosé. Donc maintenant, il ne faut plus qu'on ait un contrat social de protection. Il faut qu'en Europe, on ait un contrat social de projection. C'est-à-dire que l'Europe se pense par rapport à un monde de grands empires, l'empire américain, l'empire chinois, l'empire indien. L'Europe doit se penser comme un de ces empires, et vous l'avez dit Jean-Marie, qui est effectivement à porter une relation avec l'Afrique. Sauf que ceux qui sont les plus à même de porter ce lien, nous ne le faisons pas. Et il y a une chose qu'on pourrait faire pour commencer, c'est réouvrir les rapports avec l'Algérie. Je vous rappelle que quand l'Algérie est devenue indépendante, on avait accepté la libre circulation parce qu'on savait qu'on avait la même culture. Ça faisait 130 ans qu'on partageait la même culture. La plupart des leaders du FLN étaient des enseignants français, des instituteurs français. Ils sont morts sous la torture, mais ils sont morts en parlant français. Et donc, effectivement, parce qu'ils enseignaient le français aux enfants là-bas. Et effectivement, le fait, on a fermé ces accords au moment sous Charles Pasqua, et on a empêché la libre circulation entre la France et l'Algérie. On ne tient pas nos paroles avec le Sud. C'est d'ailleurs la même question avec la Turquie. Il faut à un moment qu'on reprenne la vérité de notre parole. On avait dit qu'on maintiendrait la libre circulation, et je pense que ça serait un geste premier pour que l'Europe se réouvre à sa Méditerranée. Merci.